Bonjour à tous. On continue notre série SQL Server et dans la vidéo précédente, on a découvert les fondamentaux du Transact SQL, les variables, les structures de contrôle, output et curseur. On sait écrire du code procédural, mais pour l'instant, notre code vit dans des scripts qu'on exécute manuellement. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, encapsuler et réutiliser notre code. On va créer des fonctions, des procédures stockées et des triggers, les trois types d'objets programmables de SQL Server. Et on va apprendre à gérer les erreurs proprement avec try-catch. Au programme, on commence par les fonctions stockées, scalaire et table, puis les procédures stockées avec leurs paramètres, on voit les triggers, DML et DDL, et on termine par la gestion d'erreurs, try-catch, throw, raise error, exact abort. Une fonction scalaire retourne une seule valeur. Elle prend des paramètres en entrée et retourne un résultat typé. C'est l'équivalent d'une méthode dans un langage de programmation. Sur la slide, on a un exemple. Une fonction qui prend un montant hors taxe et un taux de TVA et qui retourne le montant TTC. Remarquez que le taux de TVA a une valeur par défaut, ici à 20%. Une fois créé, on l'utilise partout où une valeur est attendue. Dans un select, un where, un update. Deux points importants. D'abord le préfixe DBO, obligatoire devant le nom de la fonction. Contrairement aux fonctions système, les fonctions qu'on écrit soi-même doivent toujours être préfixées du schéma. Ensuite, le mot-clé default qui permet d'utiliser la valeur par défaut d'un paramètre sans avoir à la repréciser. Mais attention aux performances, les fonctions scalaires sont exécutées ligne par ligne et non de manière ensembliste. Sur une table d'1 million de lignes, la fonction est appelée 1 million de fois. Pour un calcul simple, l'écrire directement dans la requête sera souvent plus rapide. Et depuis SQL Server 2019, un mécanisme d'inlining automatique améliore les choses, mais c'est pas garanti. On passe aux fonctions table inline, souvent abrégées ITVF. Contrairement à la fonction scalaire, celle-ci ne retourne pas une seule valeur, mais un jeu de résultats complet, autrement dit, une table. La syntaxe est bien plus simple et surtout bien plus performante. Dans l'exemple à l'écran, la fonction prend un identifiant de client et retourne toutes ses commandes. On l'utilise ensuite exactement comme une table directement dans le from ou en jointure. Alors pourquoi inline? Parce que SQL Server intègre la requête de la fonction directement dans le plan d'exécution de la requête appelante. C'est comme si vous aviez écrit la sous-requête vous-même. Résultat, des performances excellentes, identiques à celles d'une vue paramétrée. Et vous voyez aussi apparaître le cross-apply, c'est lui qui permet de passer une colonne de la table externe comme paramètre de la fonction. C'est un pattern très puissant qu'on recroisera. Troisième type, les fonctions tables multi-instructions, les MSTVF. Elles permettent de construire le résultat petit à petit avec de la logique procédurale. La syntaxe est plus lourde, on déclare d'abord la structure de la table de sortie, on la remplit avec des inserts, on peut la modifier avec des updates et on retourne le tout à la fin. Sur la slide, on remplit un historique de salaire, puis on calcule la variation d'une année sur l'autre. Mais attention, gros bémol, les multi-instructions ont de mauvaises performances. SQL Server ne sait pas les inliner, il les traite comme une boîte noire. L'optimiseur se trompe souvent sur le nombre de lignes, ce qui donne des plans d'exécution catastrophiques. Donc privilégiez toujours les fonctions table inline quand c'est possible. Les multi-instructions ne se justifient que quand la logique est vraiment trop complexe pour tenir dans un seul select. On arrive aux procédures stockées, le vrai cœur du développement Transact SQL. Contrairement aux fonctions, une procédure peut modifier des données, exécuter des commandes de structure, gérer des transactions et retourner plusieurs jeux de résultats. L'exemple à l'écran augmente les salaires d'un département d'un certain pourcentage, puis renvoie la liste mise à jour. On l'exécute avec exec en lui passant ses paramètres. Deux bonnes pratiques à retenir ici. La première, le set no count on. Tout en haut, il supprime les messages du type xligne affectés qui peuvent gêner certains clients ou frameworks. La seconde, privilégier les paramètres nommés plutôt que positionnels. C'est bien plus lisible. Une procédure peut renvoyer ses valeurs de deux manières, les paramètres output et la valeur de return. Un paramètre output, c'est un paramètre de sortie. La procédure y écrit une valeur que l'appelant récupère ensuite. Dans l'exemple, on insère une commande et on renvoie son identifiant fraîchement généré via ce paramètre de sortie. Le piège classique, c'est que le mot-clé output doit apparaître à deux endroits, dans la définition de la procédure, mais aussi au moment de l'appel. Si vous l'oubliez à l'appel, la valeur ne remonte pas. Quant au return, il ne peut renvoyer qu'un entier. On s'en sert pour des codes de retour, typiquement 0 pour un succès, mais surtout pas pour des données métiers. Faisons le point. Quand utiliser une fonction et pourquoi utiliser une procédure? Une fonction s'utilise à l'intérieur d'une requête, dans un select, un where, une jointure. En contrepartie, elle ne peut pas modifier de données dans des tables permanentes. Elle doit obligatoirement retourner une valeur et elle ne peut pas utiliser try-catch. Une procédure, elle, s'appelle avec exec et s'exécute de façon autonome.
Elle peut tout faire, modifier des données, exécuter du DDL, gérer les transactions, renvoyer plusieurs résultats. Elle est plus puissante, mais elle ne s'intègre pas dans une requête. La règle simple, si le résultat doit être consommé dans une requête, prenez une fonction. Si l'opération modifie des données ou contient de la logique complexe, prenez une procédure. SQL Server fournit aussi des procédures système, fixées par SP underscore. Très pratique au quotidien. Je vous en présente quelques-unes. SP-help affiche la structure complète d'un objet, une table, une vue, une procédure. SP-help text affiche le code source d'un objet programmable, pratique pour retrouver la définition d'une fonction. SP-columns liste les colonnes d'une table avec leur type. SP-rename renomme un objet ou une colonne. Et enfin, SP-whoto qui affiche les connexions actives et ce qu'elles sont en train de faire, indispensable pour diagnostiquer un problème de performance ou un verrou. On passe au trigger. Un trigger, c'est un bloc de code qui s'exécute automatiquement en réaction à un événement sur une table. Les triggers DML réagissent aux insert, update et delete, et le plus courant, c'est le trigger after, qui se déclenche une fois l'opération effectuée. Sur la slide, on a un trigger d'audit. À chaque modification de salaire, il enregistre l'ancienne et la nouvelle valeur dans une table de journal. Ce qui est intéressant ici, ce sont les tables inserted et deleted, les mêmes qu'on a croisées avec la clause output. Inserted contient les nouvelles valeurs, deleted les anciennes. Pour un insert, seul inserted est rempli. Pour un delete, seul deleted est rempli. Et pour un update, les deux. Je vous refais pas l'histoire. Un point crucial, le trigger reçoit toutes les lignes modifiées d'un coup, pas une par une. Si un update touche 100 lignes, le trigger se déclenche une seule fois avec 100 lignes. Donc écrivez toujours vos triggers de manière ensembliste. Deuxième type de trigger DML, le trigger instead of. Comme son nom l'indique, il remplace complètement l'opération d'origine. C'est vous qui décidez ce qui se passe réellement. L'exemple à l'écran est le cas d'usage le plus classique, le soft delete. Quand quelqu'un lance un delete sur la table, au lieu de supprimer réellement les lignes, le trigger se contente de les désactiver en passant un indicateur à faux et en enregistrant la date de désactivation. La donnée n'est jamais perdue, juste marquée comme inactive. C'est très courant en entreprise. Le trigger instead of s'utilise aussi sur les vues pour rendre modifiables des vues complexes qui ne le seraient pas autrement. Il existe un troisième type de trigger, les triggers DDL. Ceux-là ne réagissent pas aux données, mais aux modifications de structure. La création, la modification ou la suppression d'objets. Sur la slide, on a un trigger qui journalise tout changement de structure de la base. Le point clé, c'est la fonction event data, qui retourne un document décrivant l'événement. Le type d'opération, l'objet concerné, l'utilisateur et même la commande SQL exécutée, indispensable pour auditer un schéma en production. Notez que ce trigger est défini au niveau de la base entière et non d'une table en particulier. On peut aussi définir au niveau du serveur pour surveiller les événements comme la création de base ou les connexions. Dernier grand sujet, la gestion des erreurs. En Transact SQL, elle repose sur try-catch, un mécanisme qui vous parlera si vous venez d'un autre langage de programmation. Le principe, on met le code à risque dans un bloc try, et si l'erreur survient, l'exécution saute immédiatement dans le bloc catch, où on décide de comment agir. Dans l'exemple, on ouvre une transaction, on fait 2 insertions, puis on valide. Si quelque chose échoue, le catch annule la transaction et journalise l'erreur. Regardez la vérification juste avant l'annulation. On contrôle qu'il y a bien une transaction active avant de faire un rollback. C'est une protection pour les cas où la transaction a déjà été annulée automatiquement. Dans le bloc catch, on dispose de plusieurs fonctions pour connaître les détails de l'erreur. Elles commencent toutes par error underscore. On récupère le numéro de l'erreur, son message descriptif, sa gravité, son état, le numéro de la ligne où elle s'est produite et le nom de la procédure ou du trigger concerné. De quoi tout journaliser précisément. Ensuite, pour relancer ou lever une erreur, on a 2 options. Throw, c'est la syntaxe moderne, disponible depuis SQL Server 2012. Simple, elle relance l'erreur telle qu'elle ou enlève une nouvelle avec votre propre message. Raise error, c'est l'ancienne syntaxe, plus verbeuse, mais elle permet un formatage du message avec des valeurs dynamiques, un peu comme un printf. La recommandation, utilisez throw par défaut et gardez raise error uniquement si vous avez besoin de ce formatage. Petit piège à connaître, un raise error avec une gravité inférieure à 16 n'est qu'un avertissement. Il ne bascule pas dans le catch. Dernier élément de la gestion d'erreurs, set exactBort on. Il change le comportement des erreurs à l'intérieur d'une transaction. Par défaut, une erreur dans une transaction ne l'annule pas forcément. Seule l'instruction fautive échoue et la transaction reste ouverte, ce qui est dangereux. Avec exactBort activé, la moindre erreur annule automatiquement toute la transaction. La bonne pratique, c'est de toujours l'activer dans les procédures qui manipulent des transactions, et quand vous nous le combinez avec un try-catch, comme dans le second exemple à l'écran, vous obtenez une gestion d'erreurs vraiment robuste. No count exactBort en haut, la transaction dans le try, et dans le catch, on annule si besoin, puis on relance l'erreur avec throw.
Avant de conclure, quelques bonnes pratiques sur tous ces objets programmables. Côté nommage, adoptez des conventions claires, FN pour les fonctions par exemple, USP pour les procédures, T1G pour les triggers, et évitez surtout de préfixer vos procédures par SP underscore. Quand SQL Server voit ce préfixe, il va d'abord chercher dans la base system master, ce qui ajoute un coût inutile. Mettez systématiquement set no count on au début de chaque procédure et de chaque trigger. Gardez vos triggers courts et ensemblistes, évitez les triggers qui en déclenchent d'autres, et ne mettez jamais de grosse logique métier dedans. C'est du code invisible qui surprend tout le monde. Pour les erreurs, retenez le trio gagnant. Try catch plus Xactobort activé plus throw et journalisez vos erreurs dans une table dédiée. Enfin, côté fonction, préférez les tables inline aux multi-instructions et évitez les fonctions scalaires dans un where sur de gros volumes parce qu'elles empêchent l'utilisation des index. Récapitulons. Les fonctions scalaires retournent une valeur et s'utilisent dans les requêtes, mais attention aux performances. Les fonctions table inline sont le meilleur choix pour renvoyer un jeu de résultats paramétrés. Les procédures stockées, c'est le couteau suisse du Transact SQL, modification, transaction, résultats multiples. Les triggers réagissent automatiquement aux événements DML et DDL, parfait pour l'audit, mais utilisé avec parcimonie. Et pour les erreurs, le combo try-catch, Xactobort et throw forme le standard moderne. Dans la prochaine vidéo, on change de registre pour un sujet critique pour tout administrateur, la sauvegarde et la restauration des bases de données SQL Server. Si cette vidéo vous était utile, mettez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.